Et tout de suite, Bernard Landau, qui est architecte, urbaniste, qui enseigne à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui est architecte voyer de la ville de Paris, il nous dira ce que veut dire voyer, a travaillé au sein de nombreuses directions de la ville et depuis 2009, il est l'adjoint à la direction de l'urbanisme. Alors à ce titre, Monsieur Landau, Bernard, vous êtes un des meilleurs experts de ce que nous avons décidé d'appeler ce soir l'ambiance d'une ville. Dites-nous d'abord ce qu'est un architecte voyer et ensuite en quoi l'histoire et l'identité d'une ville sont nécessairement liées à la réalisation de leur espace public. Oui, alors architecte voyer, ça vient de Sully, en fait, qui a été le grand voyer de Paris. Et c'était des agents de la ville de Paris sous l'Ancien Régime qui étaient des commissaires voyers. En fait, c'est la police de la voirie. Hein. Et cette police de la voirie qui fait que sous l'Ancien Régime, et puis après, quand on est passé de 12 à 20 arrondissements, il y avait des commissaires voyers qui s'occupaient à la fois de ce qu'on appellerait aujourd'hui les permis de construire, qui serait la grande voirie, et puis la petite voirie qui était tout ce qui est des autorisations d'étalage, de saillies, de terrasses, de publicité, voilà. Et la ville depuis, si mes souvenirs sont exacts, 1890, après la par commune. là, oui, après la commune, au moment de un peu des lois d'autonomie municipale, a créé sur concours un corps d'architecte voyer. Donc j'ai passé ce concours et je suis tombé dans le pavé, quoi. Voilà. Merci Bernard Landau. Et donc la première question, c'est en quoi l'histoire d'une ville est nécessairement liée à la réalisation de son espace public. Il y a peut-être une idée, si vous voulez, c'est que chaque ville a son caractère. Donc on va voir ce qu'est le caractère de Paris, mais on pourrait dire que si on se promène comme ça, les yeux bandés, dans une ville et que tout à coup on enlève le bandeau sans vous dire où vous êtes, on reconnaît assez facilement, de par quelques éléments d'aménagement de l'espace public, dans quelle ville on est. Alors, ici, par exemple, vous avez une image qui montre Berlin. On est auprès du Reichstag, d'ailleurs, avant 89. Et le Berlin du 19e, c'était ça, c'est-à-dire des petits pavés, des grandes plaques derrière lesquelles, grâce à Bismarck qui a imposé le tout à l'égout dans une ville dont le sol est tout en sable, on avait déjà des caniveaux techniques. Et ce côté ambiance agréable, un gemütlich en allemand, qui est le confort de la ville. Si je regarde dans une autre ville, qui est New York, voilà. C'est New York. Là, on est à New York. Bien, si vous voulez, il y a une ambiance du trottoir new-yorkais. Il est très simple, il est fait de béton. Il est planté, les pieds d'arbres sont plantés, et c'est des crédits qui sont donnés à chaque quartier. Alors évidemment, les quartiers riches du côté de Times Square ou du côté de Central Park ont de très beaux trottoirs, et puis les autres ont des trottoirs un peu moins beaux, mais il y a cette idée que, et puis il y a le mobilier urbain, hein, voilà. Donc ça, c'est l'ambiance du trottoir new-yorkais. Et puis si on regarde une autre image qui est un trottoir à Lisbonne, et qu'on se rappelle que les Portugais ont été des très grands navigateurs, et que vous alliez à Macao ou dans toutes les villes brésiliennes, vous verrez que tous les espaces publics sont faits avec cet art d'un décor urbain fait à partir de petits pavés qui donne une ambiance très spécifique. Et voilà, c'est une culture. D'où ça vient, on pourrait en écrire des livres, hein, en fait, mais il y a cette culture. Alors, cette culture, elle se traduit, merci Patrick, hein, sur des tout petits détails. Vous voyez, par exemple, la bordure de trottoir à New York, elle est sertie de métal. Alors, c'est quand même un truc un peu bizarre, hein, mais moi, je me suis souvent... C'est quand même un travail très usagé, vous voyez, très, très, très soigné. C'est-à-dire que l'abaissement de la bordure est protégée par du métal. Eh bien, après en avoir discuté avec les gens qui s'occupent de voirie à New York, ils m'ont expliqué que, parce que New York, c'était la ville du métal. Et on a construit des gratte-ciel avec des ossatures métalliques. Le métro de New York, c'est pas du tout la voûte parisienne, on en parlera, ou comme d'autres métros. C'est une charpente métallique, et on a protégé au moment de l'explosion de la voiture les bordures de trottoir qui sont un élément très sensible, de pièces métalliques. Voilà, c'est la tradition new-yorkaise. Et puis au-dessus, c'est le trottoir de Barcelone. Voilà, et bien tous les îlots de Barcelone qui sont sur le plan de Cerda de grands carrés de 116 mètres par 116 mètres, ils sont tous cernés par ce petit pavé qui vient dans le fil d'eau de la bordure et qui vous signe quelque part l'ambiance de Barcelone. Voilà, hein.
Alors Paris maintenant. Alors, quels sont les symptômes, les signes symptomatiques de la capitale? Alors Paris, bon, j'ai mis quelques images, mais si vous voulez, d'abord c'est une très vieille histoire qui remonte avant Sully au roi de France. Hein. Il y a une histoire du pavé. Hein. Voilà, il y a toujours un conflit entre la royauté et les édiles municipaux. Bon. Les rois de France avaient demandé aux bourgeois de s'occuper du pavage, et puis il n'y avait pas assez d'argent finalement. Saint-Louis a décidé qu'il fallait un service du pavé. Et ce service du pavé, avec ce pavé qui a pris différentes formes, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'Ancien Régime, c'était des carreaux, c'était des pierres qui faisaient 30 cm par 30 cm. C'est ce qu'on voit à l'image. Tomber sur le carreau, il y a des expressions comme ça qui viennent de cette voirie. Donc, et puis ces carreaux se sont transformés en pavés, les gros pavés Napoléon que vous verrez peut-être au château de Versailles. Voilà, il y a eu cette époque. Et puis ensuite, on a eu d'autres pavés, puisque quand on a pu par la Seine amener des matériaux de granit qui étaient solides, parce que le problème des sols dans la ville, c'est qu'il faut avoir un sol solide. Hein. Si vous voulez, si on était encore dans des villes avec des sols comme au Far West, quand la ville devient une ville très dense, c'est pas très agréable, ça sent pas bon, il y a plein d'inconvénients. Donc voilà, cette image pour dire qu'il y a déjà une idée qui renvoie à la minéralité des sols parisiens, c'est que c'est des sols dans des matériaux durs. Et puis, peut-être le deuxième moment important dans l'histoire qui quelque part va figer le décor de l'espace public à Paris, c'est le 19e siècle, parce que le 19e siècle, il faut transformer la ville de l'Ancien Régime aux nécessités de la révolution industrielle. Hein. Dès 1830-1840, vous avez les débarcadères avec des trains qui arrivent dans cette ville, et cette ville est encore une ville avec des chaussées que l'on appelait des chaussées en V, c'est-à-dire avec un profil fendu, avec un trottoir axial, d'où aussi les expressions tenir le haut du pavé, c'était marcher le long des façades pour ne pas être éclaboussé par tous les embarras de l'usage de la voirie. On trouve ça dans plein. Quand vous lisez les mémoires de Champollion, par exemple, il vous explique qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, et puis vous voyez, il avait un budget très serré. Son frère lui envoyait de l'argent pour qu'il puisse déchiffrer les hiéroglyphes. Et dans son budget, il y avait un budget décroteur. Alors, d'où venait ce budget décroteur? On est dans les années 1830. C'est que se déplacer dans les rues de Paris, c'était se salir, littéralement. Donc, il y avait un petit métier de décroteur. Et quand vous aviez un rendez-vous, vous faisiez décroter avant le rendez-vous pour être un peu propre. Ça, c'était les profils des rues en V, avec parfois un égout. Et il y a eu une grande révolution suite à une guerre du pavé et de l'égout, et du trottoir, où on s'est rendu compte que créer des trottoirs dans la ville, transformer ces profils en V et construire des égouts, c'était un peu le même combat. C'est-à-dire que quand on a mis... je ne vais pas vous faire un cours technique, mais je vous donne un peu l'image. Qui a gagné quand même? Eh bien, qui a gagné? Le trottoir de l'égout et du pavé. Les deux, parce que les ingénieurs des égouts, avant les épidémies de choléra, ils disaient mais construire des réseaux d'égouts, on n'a pas les sous, ça coûte très très cher. Donc ces épidémies de choléra, c'est 1830, 1832. À peu près tout le monde, quelle que soit la classe sociale, est touché. Hein, les pauvres comme les riches, même le directeur des travaux de l'époque est Emery, le fondateur de l'école des ponts et chaussées, également touché par cette épidémie. Et puis grâce aux Anglais, on trouve l'égout évoïde. Et le trottoir, mais le corps des ponts et chaussées il trouvait que construire des égouts, c'était quand même très cher, ça posait beaucoup de problèmes. Et parallèlement, d'ailleurs depuis Napoléon, on se posait la question de la nécessité de faire des trottoirs, parce que les rues n'étaient pas encore très larges. Les grandes rues, c'était les rues Saint-Denis, Saint-Martin, elles faisaient 10-12 mètres de large, hein, vous voyez, c'est-à-dire avant qu'Haussmann ou un peu avant Haussmann, on crée des percées de 30 mètres. Les rues étaient relativement étroites. Et donc, ce n'est que progressivement, en construisant des égouts, qu'on s'est rendu compte que faire des égouts, des chaussées avec trottoirs et des fils d'eau dans lesquels l'eau allait couler dans ces eaux. Ensuite, on a mis des fontaines avec un système d'alimentation et des bornes fontaines. On n'avait pas encore l'eau à tous les étages. Il y avait un système assez cohérent et on est passé de ce système de chaussée fondue à chaussée bombée qui fait qu'avant Haussmann... Chaussée fondue à chaussée bombée. Avec trottoir Le Terreau. Avant Haussmann en 1848, c'est-à-dire sous Rambuteau, les deux services d'ailleurs sont unifiés et ils vont faire... ça s'appellera d'ailleurs le service de la voie publique. Il y a un changement de terminologie. Il n'y a plus d'un côté le service du pavé et de l'autre côté le service des égouts. Mais ils travaillent de façon coordonnée et ils vont faire des chaussées avec trottoir. Donc Paris se dessine quand même. Et si vous voulez, un peu ce laboratoire de la révolution du profil de la vie va avoir des conséquences très importantes
dans la transformation des rues de Paris. Donc ça, c'est un peu ce qui est précurseur. Mais c'est le 19e siècle qui marque cette grande avancée urbaine à Paris ? C'est le 19e siècle et c'est... alors tout ça, ça se passe sur un siècle. Les avancées, aujourd'hui, on en a un raccourci. Mais le modèle, il va être construit sous Haussmann et il va être développé à toute la ville après la Commune, puisque les héritiers, en fait, d'Haussmann, que seront notamment Alphand, qui va devenir le grand directeur des travaux de Paris. Ce sont les grands hommes de la transformation ? Ce sont les grands hommes de la transformation et la Troisième République, qui avait d'ailleurs décrié les grands travaux d'Haussmann. Non seulement elle va continuer, elle va amplifier, mais quelque part, même les services qui vont fabriquer cet espace auront beaucoup plus de pouvoir après Haussmann qu'ils n'en avaient avant Haussmann. Est-ce que vous décrivez, là, Bernard Landau, ça marche encore sur l'atmosphère de la ville aujourd'hui ? Alors pourquoi ça marche sur l'atmosphère de la ville aujourd'hui ? Si vous voulez, c'est un peu. Moi, je crois qu'il y a. Il y a un décor qui est créé. Il y a un décor qui est créé, et il est très. Si vous voulez, ensuite, des gens comme Walter Benjamin ou tout ceci a beaucoup circulé dans toutes les métropoles du monde parce que Paris a eu une très très grande influence, y compris internationale. Si vous voulez, les gens qui ont dessiné ont parlé de Central Park ou des urbanistes dans le monde entier sont venus un peu voir ce qui se passait au moment des expositions universelles pendant la seconde moitié du 19e siècle. Et Paris a eu, comme Barcelone avec Cerda, mais a eu une ampleur d'un modèle de ce que les nécessités en fait de la révolution industrielle, c'est-à-dire eau et gaz à tous les étages, c'est-à-dire un système d'assainissement avec l'égout, c'est-à-dire l'éclairage public dans les villes, c'est-à-dire un art de l'espace public avec Alphand, on va un peu en parler, qui fait que on n'est plus dans des rues, mais on est dans des boulevards sur lesquels on se promène, la naissance du mobilier urbain, on va en parler tout à l'heure, les grands boulevards, les systèmes de plantation, d'ornementation, le dessin de tout un décor de mobilier urbain va se faire un peu à cette époque dans un laboratoire qui est celui de M. Alphand, dans lequel vont travailler ensemble des paysagistes, Barrier Deschamps, des architectes, Daviou, des designers de l'époque, et ils vont produire un certain nombre de modèles. Si vous voulez, ces premiers modèles, c'est le boulevard Sébastopol, c'est l'avenue de l'Impératrice, c'est le parc des Buttes-Chaumont, qui vont quelque part se développer sur tout le territoire de la ville, avec des choses simples, c'est-à-dire quels sont les matériaux, quel est le mobilier d'éclairage. Il faut peut-être aussi se rappeler que c'est l'âge d'or de la fonte, donc tous les fondeurs vont dessiner ces mobiliers en fonte, qui sont un peu les mobiliers historiques de l'éclairage, mais pas seulement. Ce qu'on va acheter dans les catalogues sur les façades des bâtiments pour faire les balcons, les auvents, les marquises, tout ça c'est un décor assez 19e siècle, mais qui, à mon avis, si vous voulez, créer le décor dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Absolument. Encore. Héritier de ce décor-là, même s'il évolue. Même s'il évolue, parce qu'il y a ce que l'on voit un peu dans cette image et dans celle qui va suivre, c'est qu'en fait, on a une conception de la voirie parisienne qui n'est pas simplement un traitement de surface, mais qui est un ouvrage d'art presque en 3 dimensions. Dans son sous-sol, on a des réseaux d'égouts. Si on revient 2 secondes à l'image d'avant, il faut voir que ce réseau d'égouts, avec les grands collecteurs qui sont réalisés dans les années 1850, le métro à Paris va arriver à la fin du 19e siècle. À Paris, en 1805, à Londres, il y a déjà le métro, mais le réseau, si vous voulez, des égouts est dimensionné, les grands collecteurs, à une taille qui pourrait absorber déjà un métro à l'intérieur. Donc il y a cette espèce de vie souterraine considérable. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je vous encourage à aller visiter le musée des égouts, à faire des balades dans les égouts parisiens. C'est un univers assez extraordinaire. D'ailleurs, toutes les têtes couronnées à l'exposition universelle de 1867 se sont précipitées pour aller voir cet ouvrage, cette ville souterraine qui étonnait un peu tout le monde. Et c'est assez cohérent, si vous voulez, ce réseau d'égouts. Le trottoir, je pense que tous les matins, quand on se promène dans Paris, on voit les gens du nettoyage qui ouvrent cette petite borne qui va faire couler de l'eau dans le trottoir pour nettoyer la rue. C'est typiquement parisien, ça existe dans très peu d'autres villes au monde. Il a même été question, mais on a eu un grand débat, de supprimer ce réseau d'eau non potable qui nettoie les égouts. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même très développement durable avant l'heure et qu'il fallait absolument pas le supprimer, mais qu'au contraire, c'était un atout pour la ville. Et ce sont, je pense, si vous voulez, des petits détails comme ça qui signent l'ambiance, le décor dans lequel on est toujours en train de vivre à Paris aujourd'hui. Et ça me semble immuable encore pour une période assez longue. Alors, je sais pas, là, je regarde pas ma montre, mais non, tout va bien. voilà un dessin très simple, si vous voulez, c'est alors le maître d'œuvre de ces aménagements, c'est Adolphe Alphand, qui est un assez grand personnage, qui devient directeur des travaux
de Paris, qui était un collaborateur d'Haussmann. Alors Alphand, vous savez, Haussmann a dragué les ingénieurs des ponts et chaussées, qui étaient polytechniciens. C'est des gens qui étaient des Saint-Simoniens, qui ont eu un rôle très important au XIXe siècle. Ils ont fait les gares, le canal de Suez, toutes les grandes infrastructures. Voilà. Mais venir bosser à Paris, ils étaient un peu inquiets. Il y a eu la révolution de 1789, en 1830, en 1848, on dépave, tout ça, c'est pas très rationnel. Ils ont peur de. Mais quand même, bon, Haussmann, qui avait travaillé avant dans beaucoup d'autres régions, on a repéré quelques-uns des meilleurs éléments, Belgrand, Alphand. Il les fait venir, il leur propose un plan de carrière et ils vont venir à Paris. Alors Alphand, il est assez d'ailleurs décrié par ses collègues, parce qu'on lui demande de s'occuper des parcs et des jardins. Il va faire le service des promenades. Alors c'est pas très digne, alors que les autres construisaient les gares, les ponts. Bon. Mais il va tracer sa route, si vous voulez, Alphand, de son petit service des parcs et jardins, où il recrute un peu sa pluridisciplinarité. Il va devenir le grand directeur des travaux de Paris et il va imposer ses vues. Et par exemple, si vous voulez, en 1860, lors de l'annexion des communes limitrophes, je ne vais pas vous faire l'histoire des services, mais c'est intéressant de savoir que jusqu'en 1860, la compétence de police l'éclairage était de la compétence du préfet de police, parce que c'était l'Ancien Régime, donc c'était la sécurité la nuit. Et Alphand, il va récupérer dans son service des promenades et plantations la compétence d'éclairage, pas simplement pour une question de sécurité, mais quand on lit ces rapports, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai travaillé à la direction de la voirie, je suis tombé dans le pavé, ça m'a passionné, du coup j'ai été faire des recherches sur toute cette histoire avec d'autres, et voilà, on a découvert une histoire fantastique. Donc il récupère l'éclairage. Il récupère l'éclairage, petit détail, si vous voulez, alors on voit, ils se promenaient toute la journée, ils y passaient, ils étaient complètement passionnés par leur travail, et quand il fait le nivellement des Champs-Élysées, il demande aux fabricants d'éclairage des Champs-Élysées de prévoir c'est le mobilier dessiné par Hittorf, de prévoir des petites pastilles pour régler la hauteur de l'éclairage, pour que dans la perspective, les points lumineux de l'éclairage concordent avec le nivellement des Champs-Élysées. Vous voyez, donc il avait une conception d'embellissement, une conception assez esthétique de l'éclairage. Et on voit bien sur cette image que c'est le plan type du trottoir. Alors qu'est-ce que c'est que le trottoir? C'est un endroit où on va se promener. Mais là, c'est Paris, hein. C'est Paris, ça. Oui, hein oui, ça c'est le trottoir des dessins, des planches d'Alphand, qui s'appelle Les Promenades de Paris, qui est un livre qui va être distribué, je crois, à une exposition universelle des années 1870, à peu près à tous les grands invités. Et il dit des choses assez simples, si vous voulez. Alors, il crée cette grille Alphand, qui est la grille du pied d'armes. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter des anecdotes, mais voilà, la grille Alphand, la salle dit oui. Elle signe Paris. Bon. Alors, dans les années 90, vous savez, le maire de l'époque a réaménagé les Champs-Élysées. Bon. Et alors, sur les Champs-Élysées, Bernard Huet, qui était le grand architecte nommé pour les Champs-Élysées, dessine un calpinage que je trouve plutôt assez joli, assez essayant. Bon, c'est quand même un travail un peu difficile de trouver le rythme des couleurs, de la taille des matériaux. Et il propose une grille d'arbre qui était moderne et qui faisait, contrairement à la grille Alphand, qui est un objet technique très savant, si vous voulez, parce qu'elle fait 2 mètres de large, elle est ronde. Son collet, c'est-à-dire le centre, on peut le casser pour qu'il s'adapte à la croissance de l'arbre. Donc d'ailleurs on le voit quand on se promène dans Paris. Et elle est faite de 4 éléments. C'est un objet technique assez sophistiqué. Et on va décider de un peu urbaniser l'arbre en lui mettant un tuteur, en lui mettant une protection et une grille. Bon. Mais Bernard Huet, il a pris une grille d'1,80 m. Et puis il proposait un dessin assez moderne. Le maire de l'époque, Jacques Chirac, dit c'est les Champs-Élysées, moi je veux la grille Alphand. Mais la grille Alphand, elle fait 2 mètres de large. Et à 1,80 m, ça ne marche plus, parce qu'il n'y a plus les mêmes épaisseurs de fonte. Donc il a fallu retravailler sur un dessin technique assez compliqué pour passer cette grille d'1,80 m à 1 mètre. Donc c'est pas la même, parce que c'est pas une homothétie à la photocopieuse, il a fallu en redessiner le nombre de sections, etc. Mais pour vous dire à quel point, et je ne crois pas, moi, qu'on ait trouvé encore aujourd'hui, il y a plein de modèles de grille d'arbre, mais un modèle aussi savant. Vous donnez des idées à Patrick Join. Non, on a discuté avec Patrick de la question du banc, mais c'est très compliqué de faire un banc. Bon, donc voilà cette image assez simple. Elle dit qu'il y a des arbres qui sont plantés de façon alignée, ils sont protégés. À cette époque, on plante près de 90 000 arbres en les plantant dans des pépinières. Ils sont dans une tranchée qui est en terre végétale. On décide de les tailler avec une houppe qui correspond grosso modo à la taille du premier étage
des commerces riverains, et on décide de mettre le point lumineux des candélabres, qui est un peu le candélabre parisien de l'époque, à 4,50 m, parce que tout ça vient régner avec la houppe de l'arbre, avec la hauteur du rez-de-chaussée commercial de l'immeuble et avec le rythme de l'éclairage des jardins. Donc c'est assez réfléchi. Et ce qui est intéressant pour l'époque, je pense qu'on fait pareil, que ce soit dans le bout du 20e qui vient d'être annexé, que dans l'hypercentre de Paris. C'est-à-dire qu'il y a une vision très égalitaire, c'est-à-dire on va donner de l'argent, un peu comme Barcelone a fait dans les années à la chute du franquisme, c'est-à-dire c'est par l'espace public qu'on va unifier, donner de la qualité à tous les habitants de Paris, que l'on soit au centre ou à la périphérie. Ça, je pense d'ailleurs que la Troisième République, qui est beaucoup plus républicaine que le bonapartisme de Napoléon III, a bien pigé cette idée. Elle est assez dans l'esprit de l'école publique de Jules Ferry, si vous voulez. Donc c'est cet état d'esprit qui plante le décor. D'accord. Voilà. À cette époque, il y a combien de Parisiens ? Alors, Paris, c'est 500 000 habitants au moment de la Révolution. C'est 1 500 000 à peu près au moment de l'extension. Et Haussmann dessine un Paris jusqu'aux maréchaux, jusqu'aux fortifications, qui devait prévoir 3 millions d'habitants. Les 3 millions d'habitants seront atteints après la Première Guerre mondiale, au moment des plans d'extension et d'embellissement, en 1820. Paris est au top de... Voilà. Mais on peut dire qu'à la fin du 19e, on est sur un Paris de 2 millions d'habitants, qui est quand même la grosse ville, et que les banlieues, qui vont croître beaucoup plus ensuite, le rythme de croissance de la population en banlieue va être beaucoup plus accéléré que celui de la population parisienne, mais au 19e siècle, c'est la grande métropole. Alors là, on voit, si vous voulez, à peu près tous les espaces ont été aménagés sur... juste une petite anecdote sur l'avenue de l'Impératrice, parce que l'avenue de l'Impératrice, elle est conçue... Qu'est-ce que c'est l'avenue de l'Impératrice ? C'est l'avenue Foch. C'est celle qui mène de l'Étoile au bois de Boulogne. Bon. Et donc l'avenue de l'Impératrice, on propose à Napoléon III, avec Hittorf, et je ne me rappelle plus l'ingénieur de l'époque, une avenue à 40 mètres. Bon, ce qui était quand même pas mal. Et Napoléon III a dit, mais c'est beaucoup trop étroit, quoi. Et Alphand est venu avec une avenue à 140 mètres, ce qui pour l'époque était considérable, si vous voulez. Et il y a un travail, si vous voulez, et je pense qu'il y a un peu cet héritage dans la tradition parisienne qui est lié à un art de l'espace public et de la voirie, c'est qu'il y a un dénivelé entre les deux chaussées, si vous voulez, de 5 mètres en hauteur. Et donc les paysagistes de l'époque, c'est Darcel, toutes les chaussées étaient de 17 mètres de large, quel que soit le boulevard Sébastopol, l'avenue de l'Impératrice, parce que il y avait un standard de la largeur de la chaussée, donc ensuite les trottoirs avaient des largeurs variables, et l'idée de l'avenue de l'Impératrice, c'est que quand je me promène, pas au milieu, mais sur les bas-côtés, puisqu'il y a vous connaissez aujourd'hui l'avenue Foch, il y a ces grands parterres qui font une trentaine de mètres de large. C'est que, vu du côté, je ne vois pas la chaussée centrale, parce qu'il y a ces dénivelés de 5 mètres entre les deux rives, et j'ai l'impression que c'est un immense parc qui en fait rejoint le bois de Boulogne au bois de Vincennes. Et dans toutes les compositions des jardins, que ce soit les buttes Chaumont ou un petit square comme le square du Temple, qui en fait est un peu un pocket garden, je dirais, mais quand vous êtes au centre, il y a un peu cet art d'une composition qui vous donne une impression de l'espace qui est beaucoup plus grande que ce qu'il n'est en réalité. Donc on peut dire que, moi, à mon avis, il y a, sans vouloir faire du passéisme à outrance, parce qu'ensuite tout ça s'est énormément enrichi d'autres générations, il y a vraiment, à ce moment-là, un décor qui est planté avec une ambiance qui signe Paris. Voilà. Le message que je pourrais faire passer, c'est celui-ci. Parce que la question, c'est quoi l'identité de Paris, voilà. Et vous diriez que ce modèle dont on a hérité est en crise aujourd'hui. Est-ce que, de votre point de vue, Paris sera toujours Paris ? Alors, il est en... Alors, tous les jours, si vous voulez, il y a des tas de tout le monde... comment dire, rouspète un peu, ou dit, voilà, maintenant l'espace est surchargé, le fait d'avoir, par exemple, donné une priorité à la voiture, s'est traduit en même temps par beaucoup plus de potelets, beaucoup plus de signalétique, une segmentation des espaces de circulation, et puis donc des protections entre les bus, les vélos, les piétons. Moi, je pense, si vous voulez, que d'abord, le décor qui a été campé, il a tenu la route, c'est-à-dire qu'il a absorbé l'automobile, et il se prête assez bien aux transformations nécessaires du partage des modes de déplacement. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet dans l'immédiat sur le changement de décor. Maintenant, je me poserai une autre question, parce que
qui renvoie plus, c'est une question sociétale, si vous voulez, c'est-à-dire que il me semble que de la même façon que la mutation qui campe le paysage, tel qu'on en parle aujourd'hui, se fait sous la pression des nécessités de la révolution industrielle, je pense qu'on est probablement en train d'être dans une situation transitoire et qu'on cherchera de nouveaux paradigmes qui auront une influence sur l'espace public de Paris. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que le besoin de nature en ville, la question de la perméabilité des sols, les modes de changement de mobilité, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus sur du déplacement, les plus rapides, même les mécanisés, ils ne vont pas à plus de 17 km/h. Donc on va avoir des petites voitures électriques, des autobus, des deux roues, des choses. Donc ça va quelque part probablement quand même un peu transformer l'ambiance et le paysage parisien. Et vous dites pas que tout de suite, mais sur un moyen et long terme. Ça, je vous pense. dites que le référent aujourd'hui, c'est le piéton. Hein. Oui, puisque si vous voulez, enfin là, nous on a peut-être des ingénieurs dans la salle, mais dans une journée de déplacement à Paris, le mode de déplacement statistiquement majoritaire, c'est le piéton. Même si, en tant que piéton, je vais utiliser un Vélib ou ma voiture personnelle ou un taxi ou un autobus une partie de la journée, sur la totalité des déplacements, c'est le piéton qui est au centre. Paris est une ville dense, il faut que ce soit une ville pour les piétons. Et donc, oui, ça, D'accord. Alors, question à laquelle nous n'avons pensé ni l'un ni l'autre, mais que je vous pose. Comment est-ce que vous expliquez que Paris soit la destination touristique quand même la plus importante au monde ? Alors, je parlais de Paris, parce que j'ai lu aussi des articles, Paris et Barcelone restent en Europe les villes les plus visitées. Oui, Écoutez, moi je crois, parce que sur cette question d'identité, je vous ai montré des images sur ce qu'est New York, l'identité d'autres villes. Les villes européennes sont un peu une exception, c'est-à-dire que dans cette période de mondialisation dans laquelle le phénomène urbain des grandes métropoles et le phénomène un peu de l'avenir des sociétés urbaines, les villes européennes ont su préserver et résister une certaine partie de leur héritage, qui pour moi, Paris, c'est un peu l'héritage de ces savoir-faire. Voilà. Et Barcelone, il y a un peu de ça, et ça les rend de ce fait un peu singulières par rapport aux grandes autres métropoles mondiales, ce qui explique qu'elles ont une forte valeur d'attractivité touristique, puisque c'est un endroit un peu exceptionnel. Mais il ne faut pas... si vous voulez, j'ai été quelques fois en Chine, et puis alors, par exemple, il y a les élus des grandes villes chinoises, vous dites, mais faites-moi une avenue haussmannienne dans, je ne sais pas, à Shanghai. Je pense que ça n'a pas de sens, puisqu'il faut que chaque ville travaille sur sa singularité. Donc, préservons l'identité tout en sachant la faire évoluer. Et, il y a matière à, puisqu'il y a des nouveaux besoins, des problèmes de mobilier urbain. On peut même retravailler sur les matériaux. Je ne suis pas un ayatollah de l'asphalte, même si je pense que l'asphalte, c'est un très très beau matériau. Vous êtes un homme du pavé quand même. Oui, enfin, si vous voulez, ensuite, quand on discute avec des tas de gens sur les matériaux de sol dans les villes, il y a même des études un peu scientifiques qui montrent que marcher sur l'asphalte, c'est un vrai confort. C'est un matériau confortable. C'est-à-dire on s'use moins les pieds et les mollets et les genoux que marcher sur d'autres matériaux. Ça, c'est à peu près... donc, il y a aussi ces qualités-là. Il y a cette notion de matériaux de confort. Ne cessons pas de laver Paris comme nous le faisons, c'est ça ? Je trouve que ça, c'est un système un peu unique de pouvoir laver les rues à grande eau et que ça a été trouvé par M. Emery ou d'autres et que c'est quand même une assez belle chose, quoi, si vous voulez, parce qu'on a bénéficié dans l'alimentation en eau de Paris, qui a été un travail colossal, qui s'est inspiré du savoir-faire des Romains, puisque en fait, les Romains avaient une très grande maîtrise du système d'eau pour les villes, et il a fallu attendre la révolution industrielle pour que des villes retrouvent cet intérêt et cette maîtrise. Entre-temps, c'est un peu le trou noir. Et donc, quand on va chercher l'adduction de la Duisse dans l'Yonne, construire des aqueducs pour amener de l'eau avec ce système de réseaux d'égouts qui sont des grandes galeries techniques, et dans ces galeries techniques, il y avoir des réseaux d'eau potable et d'eau industrielle qui peuvent donner quand même cet atout fantastique d'avoir sur un territoire une distribution des eaux, moi je reste encore assez admiratif de cet héritage, absolument. Merci, cet homme est intarissable. Vous aurez peut-être des questions à lui poser, mais alors à la fin de l'intervention de Patrick et de Paul. Merci Bernard Landau.